bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette édition spéciale. Le travail des enfants est interdit au Bénin et dans le monde. Cependant, le phénomène ne cesse d'accroître malgré les efforts du gouvernement. À suivre le reportage de nos équipes dans le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, dans Tokba, où le phénomène est recrudescent. Ensuite, à Lokossa, ville située au sud-ouest du Bénin, nos reporters se sont intéressés au dialogue parents-enfants en matière de sexualité et de santé reproductive. Ce sujet vu comme un tabou au sein de nos sociétés, aujourd'hui est encore une réalité dans certains foyers. Et pour finir, nous parlerons de phénomènes qui prennent de l'ampleur dans le département de la Takora et plus particulièrement à Natitengo. C'est bien la démission des parents face à l'éducation de la jeune fille. Comment les victimes vivent-elles le phénomène et qu'est-ce qui justifie la fuite de responsabilité des parents dans le suivi de leur progéniture? On va le savoir dans cette édition spéciale. Le travail des enfants est interdit au Bénin et dans le monde. C'est une atteinte aux droits sociaux de cette frange de la société. Le phénomène ne cesse d'accroître malgré les efforts du gouvernement. Dans ce reportage que nous vous proposons, une équipe de notre rédaction, conduite par Immaculée Mouinsavi, a fait un tour au marché d'Antokba où le phénomène est recrudescent. Suivez. En Afrique 2023, le marché d'Antokba a servi de cadre au gouvernement et l'UNICEF pour la campagne Tolérance Zéro contre le travail des enfants. Le choix de ce grand espace commercial n'est pas anodin. Un tour sur place et l'on se trouve face à l'évidence. Fifame est l'une de ces enfants qui vend ici dans le marché d'Antokba. À son âge, elle ne va pas à l'école. Comme Fifame, ils sont nombreux ces enfants contraints à vendre pour subvenir aux besoins de leur famille. Nous en avons également raconté dans le lot qui alterne l'école et le travail. C'est deux. Au marché d'Antokba, difficile d'emprunter une rue sans rencontrer ces enfants. Ils sont laissés pour compte dans des conditions où ils sont exposés à toutes sortes de risques. Les enfants ne devaient pas vendre au marché parce qu'il leur reste un peu le temps. Peut-être ils sont dans le manque. Ce n'est pas normal que les enfants se promènent dans le marché. Si certains travaillent pour leurs propres parents, il y en a qui sont placés chez des inconnus. Une forme d'exploitation des enfants a des fins économiques. Et bien que conscients du phénomène, quelques parents se donnent des alibis. Marque de moyens. Marque de moyens. Au final, on timbre, il me sait oui. Il est très yazome. Il m'a sait oui. Mais les po, il y a pas les po sin tamlon oui. Au Bénin, selon les statistiques publiées par le gouvernement, le taux de prévalence du travail des enfants est estimé à 19,9% en 2022. C'est un phénomène qui est recrudescent dans les marchés du Bénin et surtout au marché d'Antokba. Et c'est pour répondre à ce phénomène qu'un mécanisme holistique de prévention de l'exploitation des enfants est mis en place. Ce mécanisme met en ligne de front les usagers des marchés que vous êtes et qui sont assez souvent bénéficiaires des fruits de l'exploitation économique des enfants exploités. Aujourd'hui au Bénin, nous sommes contre et nous allons lutter farouchement contre les pires formes de travail des enfants.
Nous devons protéger nos enfants, leur donner un environnement sain et protecteur. Et ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de tous. L'exploitation économique des enfants est bien réelle au Bénin. Le gouvernement et ses partenaires dont l'UNICEF luttent contre le phénomène. Aujourd'hui, un numéro vert est disponible pour dénoncer le travail des enfants et surtout leur maltraitance. Ont-ils tort de porter un handicap pour mériter la discrimination en société? Nous avons tenté de trouver une réponse à cette interrogation dans le reportage que nous allons suivre. Un reportage réalisé par Béranger Ako. Main dans les mains, Béranger est le guide de cette jeune fille qui porte un handicap visuel. En cours de route, ils échangent sur un fléau qui caractérise leur existence, la discrimination. Tu te sentais bien quand tes amis se moquent de toi? Non, je ne me sens pas bien. Tu ne te sens pas bien? Quand tu ne te sens pas bien, est-ce que lorsque tu pars à la maison, tu dis ça à tes parents? Oui, je dis ça à mes parents. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que s'ils me disent ça là, de ne pas les écouter. Tout comme cette jeune fille, des enfants et même des personnes adultes en situation de handicap subissent plusieurs formes de discrimination en société. Avez-vous été une fois victime de la discrimination? Ah, la discrimination. La discrimination rime avec le handicap. Moi, j'en ai été victime plusieurs fois. C'est apparemment notre tasse de thé. À la maison, on me dit que je ne peux pas préparer la pâte. Je dis, maman, je peux préparer. C'est vous-même qui refusez de me donner, de me permettre de préparer la pâte. Et on m'insulte aussi parfois que moi je ne sais pas préparer. Je pense ça comme ça. Au CEG, par exemple, nous, notre critique c'est le braille. Donc les autres, ils écrivent avec le bic. Donc c'est l'inclusion. Pour pouvoir trouver quelqu'un pour te dicter les cours, c'est vraiment difficile. Et pour faire ami avec les autres, c'est vraiment difficile. Certains disent que si je me fais ami avec eux, ils vont me contaminer, je vais devenir comme elle, tout ça là, et puis ça frustre. La société ne reconnaît pas tellement notre existence, mais de nous-mêmes, de notre côté, on se bat pour leur montrer, voilà, nous ne sommes pas ce que vous pensez. Et nous sommes une personne à part entière, nous pouvons bénéficier de tout ce que vous avez comme droit, tout ce que nous avons aussi comme devoir, c'est aussi vos devoirs et tout. Donc on essaie de s'imposer dans la société. Selon la présidente de l'Organisation des femmes aveugles du Bénin, la discrimination s'observe le plus dans le rang des jeunes filles en situation de handicap, notamment en famille. Les parents ne croient pas aux capacités des filles handicapées dans les maisons. On pense que déjà avec le handicap, la petite fille handicapée ne doit pas être impliquée aux activités de vie de la maison. On la discrimine, on l'empêche de faire la vaisselle par exemple, d'allumer le feu, de chauffer, de préparer, de faire même la vaisselle, de laver ses propres tenues comme ses frères et sœurs non handicapés. Et là, ça bloque l'enfant. L'enfant handicapé est bloqué. Il ne s'extériorise pas. Il est renfermé sur lui-même. Et comme ça, on constate que ça crée un autre handicap chez les enfants. Pour ce psychologue clinicien, la discrimination des enfants en situation de handicap engendre d'énormes conséquences. Il pointe du doigt l'autostigmatisation qui constitue un frein à l'éclosion de ces catégories de personnes. Et en dehors de l'autostigmatisation, il y a aussi le repli sur soi, la baisse de l'estime de soi et des symptômes dépressifs, le stress aussi. L'individu peut se dire
bon, que ce qui lui est arrivé, c'est peut-être sa propre faute, ou bien que c'est la faute à un membre de sa famille que cela lui est arrivé. Et donc l'individu a ce qu'on appelle un complexe d'infériorité. Autant de répercussions sur la vie des individus portant un handicap. Et comme un plaidoyer, la présidente de l'Organisation des femmes aveugles du Bénin appelle les parents à cultiver l'esprit d'égalité entre personnes en situation de handicap et les personnes non porteuses de handicap. L'un des droits fondamentaux de l'enfant est le droit à l'éducation. Ce qui n'est toujours pas le cas dans les localités et même dans les grandes villes béninoises. Le constat aujourd'hui est la déscolarisation des enfants qu'on retrouve à l'apprentissage. Un reportage de Miracle de Souyovo. Charles est un jeune vulgarisateur ici au quartier Ménantin. Il est presque le patron de ce petit garage où il répare les chambres à air, les pneus. Il n'a pas eu longtemps l'occasion d'aller à l'école comme d'autres enfants et jeunes rencontrés à Cotonou et Godomé. Pourquoi tes parents t'ont-ils enlevé de l'école? C'est à cause d'argent. À cause d'argent. Parce qu'il n'y a pas moyen. Achille, lui, est un apprenti frigoriste depuis seulement 12 mois. Comme les autres, il confie que ses parents n'avaient pas les moyens pour assurer la scolarité. Contribution au beau soir. Tous ont déjà pris goût à leur nouvelle vie d'apprenti. Ils ne souhaitent plus retourner à l'école. Que fais-tu maintenant? Frigoriste bleu LED. Mon travail est déjà bon. Des parents approchés n'ont pas souhaité parler devant notre caméra. Ils confient n'avoir pas eu les moyens de maintenir leurs enfants à l'école. Ici, dans ce lycée professionnel privé, le directeur nous parle des méthodes utilisées pour maintenir les apprenants à l'école. Pour garder les enfants à l'école, nous essayons d'entretenir des relations de communication avec les parents. S'il y a un suivi au niveau de la maison et au niveau de l'école, l'enfant n'a plus le choix. Il sait que si je manque les cours, on va informer les parents. Depuis quelques années, l'État béninois fait de son mieux pour encourager la scolarisation des enfants qui sont les responsables de demain. L'expert en éducation a tout un autre regard. Il faut qu'il initie de vrais débats de sensibilisation en direction et des parents et des apprenants ayant un certain âge, que les gens comprennent le rôle aujourd'hui de l'école. Le rôle de l'école doit avoir changé. Ce n'est plus le rôle de l'école d'il y a 30 ans, 40 ans. La gratuité de l'école pour les filles dans les établissements publics est devenue une réalité depuis quelques années. Ajoutez à cela l'installation de cantines scolaires gratuites accessibles par tous les élèves du primaire. Pour le moment, il n'y a pas de statistiques fiables pour avoir une idée exacte du nombre d'enfants qui se trouvent dans le cas. On les a éliminés. Pourtant, le Bénin ils sont nombreux dans les villes du pays à se retrouver sur les carrefours, dans les rues et les marchés à proposer chaque jour aux usagers divers articles. À Boycon, le constat est patent. Une de nos équipes est allée à leur rencontre. Suivez ici le reportage de Tidjoro Demago. Chaque jour, on les retrouve plus nombreux sur les grands carrefours, dans les rues et même dans les marchés. Des enfants marchandises sur la tête parcourent au quotidien de nombreux endroits et proposent aux usagers divers articles. Pour la plupart, leur âge varie entre 7, 8, 9 et 13 ans.
Certains vont encore à l'école et d'autres ont déjà abandonné les classes. Au dire de ces enfants, beaucoup s'adonnent à cette activité sur demande de leurs parents afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins mais aussi faire face à leur scolarité. D'autres disent le faire afin d'aider leurs géniteurs ou tuteurs. Mais quand on a le fils, mais les grands aussi en soi, et pour l'accident, matin, d'Achille, Nyani Boje, Amion Sahamiji, Mikunalo, Kwesano, Campacho, ou Balelo, à son Mequesuo. Adame, non, Juloya. So I'm going to go away, Granza, Boje, Sahamaji, you a job as a Au Bénin en général et à Baïko en particulier, la situation prend de nos jours plus d'ampleur. Elle ne reste pas sans conséquence sur les enfants qui font face à de nombreuses difficultés. L'exploitation des enfants est une forme d'abus, une violation des droits de cette dernière. Elle est dénoncée par plusieurs personnes ainsi que les organisations œuvrant dans le domaine de la protection des enfants et pour leur épanouissement. L'enfant peut être victime de violence à tout moment si elle a ses articles sur la tête pour prendre. Il n'y a pas de raison pour laquelle des parents doivent se désengager de leur rôle. Ce n'est pas une volonté de prendre soin de son enfant, mais c'est un devoir. Donc d'abord, il faut de sensibilisation. Après la sensibilisation, il faut qu'il y ait des mesures répressives pour que les parents sachent qu'en ne remplissant pas leurs responsabilités vis-à-vis de l'enfant, il y ait des lois qui les sanctionnent et rigoureusement. En attendant de trouver des solutions pour régler définitivement le problème, la situation interpelle tout le monde. Il urge de faire prendre conscience aux parents qu'ils ignorent encore que les enfants ont des droits qu'ils doivent respecter au risque de subir la rigueur de la loi. À Lokossa, ville située au sud-ouest du Bénin, nos reporters se sont intéressés au dialogue parents-enfants en matière de sexualité et de santé reproductive. Ce sujet, vu comme un tabou au sein de nos sociétés aujourd'hui, est encore une réalité dans certains foyers. Globalement, quelles sont les conséquences de l'absence de ce dialogue dans un ménage? Élément de réponse dans ce reportage que nous propose Nasrine Seydou Traoré. C'est intéressant. Dans ce ménage installé ici à Lokossa, ville située au sud-ouest du Bénin, la sexualité est loin d'être un sujet tabou. Crépin la quarantaine et son épouse en parlent périodiquement avec leurs enfants. Quand on prend les enfants, on n'est pas à la maison. Et les enfants allument la télé, ils regardent de tout et de rien. Donc de ce pas déjà là, tout ce que les gens présentent à la télé, tout ça là, ça tend déjà vers ces gens de trucs. Donc le mieux, c'est d'en parler avec eux et dire les conséquences et les avantages. C'est le cas aussi chez Joanne, 21 ans, élève en classe de terminale. À la maison, au fait, on parle de comment s'entretenir sur le plan sexuel après la si la puberté commence, comment on peut se gérer, comment on va s'entretenir pour qu'on n'aura pas des conséquences sur l'avenir. Voilà. Le dialogue parents-enfants en matière de sexualité est donc instauré dans certains ménages, contrairement à bien d'autres qui ont reçu la visite de notre équipe de reportage. Le cas de ce ménage où l'exercice est proscrit. Parce que le sexe, c'est quelque chose de sacré. Quelque chose de sacré, parler ouvertement avec les enfants. Bon, je n'en ai jamais parlé avec mes enfants. Ouais, là où Dieu a mis ce truc-là, c'est sacré. Donc, parler avec ça, ça veut dire d'ouvrir ou le couvent aux enfants. Pour Dame Edwige Adjagbo, parler sexualité avec ses enfants, c'est les pousser à la dépravation. Un avis que ne partage pas ce jeune homme
qui a grandi dans un foyer où le sujet n'est pas le bienvenu. J'ai une sœur qui a quitté la maison, donc elle est partie, on ne sait même pas là où elle est partie. Mais actuellement, elle fait la vie de vagabonde. Ça, c'est le manque de dialogue parent-enfant qui a causé tout ça là. Sinon, si sa maman la parlait, elle n'allait pas quitter la maison et suivre la mauvaise compagnie et partir. Des victimes de l'absence de ce dialogue se comptent par milliers. Et c'est l'une des structures souvent sollicitées sur le sujet qui nous en mesure ici l'impact. Il n'y a pas ce jour qu'on vienne vers vous pour dire que notre fille de 14 ans, apprentie ou bien élève, est tombée enceinte. S'il y avait peut-être le dialogue parent-enfant pour ce qui est de la santé sexuelle, peut-être que l'enfant ne serait pas tombé dans ce travers. Le dialogue parent-enfant en matière de la sexualité reste toujours un sujet délicat dans les ménages. Malgré l'épreuve des temps, les pesanteurs socio-culturelles font encore entretenir tout un mystère autour du sujet. S'il y a un phénomène qui prend de l'ampleur dans le département de l'Atakora, et plus particulièrement à Nati Tengou, c'est bien la démission des parents face à l'éducation de la jeune fille. Comment les victimes vivent-elles le phénomène et qu'est-ce qui justifie la fuite de responsabilité des parents dans le suivi de leur progéniture? Élément de réponse dans le reportage que nous propose Clémentine Sankourou. Delphine Saré, 25 ans, est apprentie tricoteuse au centre Déborah de Nati Tengou. Alors qu'elle se battait quotidiennement pour se rendre à l'école sans même l'aide de ses parents, elle sera contrainte d'abandonner les classes à partir de la 3e suite à une grossesse qu'elle a contractée et dont l'auteur est porté disparu. Après avoir accouché d'une fillette, elle sera récupérée au centre Déborah de Nati Tengou, un centre socio-confessionnel qui s'investit dans l'insertion des jeunes filles déscolarisées. Interrogée sur les raisons qui l'ont conduit à cet égarement, elle avance la négligence de ses parents. Ce qui m'a poussée à laisser les cours, quand ma maman m'a mis au monde, j'avais 4 ans. Elle m'a pris, elle m'a donné à une vieille. C'est la vieille là qui me gardait. J'avais 8 ans, on m'a mis au CI. Et je fréquentais jusqu'en classe de 3e. Les fois, j'ai fait pour faire les jobs, pour trouver l'argent pour payer les fournitures. C'est en ce temps, en classe de 3e là, je me suis tombée enceinte. J'ai été à l'examen, j'ai échoué. Première année, et c'est comme ça que j'ai accouché la fille là. Deuxième année, j'ai fait candidat libre et j'ai réussi. Je suis venue ici. Le centre Déborah a dit qui va m'aider à apprendre. Tout comme Delphine, bien d'autres adolescentes de son âge ont subi le même sort. C'est le cas de Thérèse. J'allais souvent à Tchantango au pays de l'or pour chercher l'argent pour pouvoir payer mes cahiers, ma scolarité, la contribution. Entre démission et irresponsabilité, Sieur Alidou, lui qui est polygame, père de 7 enfants, dont 4 filles, tente de se justifier. Il y a un numéro chez nous ici, à certains à donner, si tu n'as pas femme, c'est un injure. Obligé quand on a femme aussi et les enfants sont beaucoup, on ne peut pas, on n'a pas les moyens à l'exploiter. Dans l'Atakora et plus précisément à Nati Tengou, le phénomène prend des proportions alarmantes et les chiffres sont évocateurs. Il faut reconnaître que c'est un département dans lequel, jusqu'à ce jour, les mentalités sur la scolarisation de la fille semblent ne pas être trop évoluées. Pour nos parents, jusqu'à ce jour, la fille est cette personne-là dont l'éducation, surtout l'instruction, n'est pas aussi rentable pour le parent. Pour inverser la tendance, plusieurs ONG locales s'investissent dans l'éducation de la fille et son insertion sociale. C'est le cas de Havre de Paix. Et qu'est-ce que l'on fait en tant qu'ONG? On essaie de créer dans chaque communauté les espaces qu'on appelle 4EG, espaces éducation, épanouissement, jeunes et enfants. Et ces jeunes, on les met ensemble
et on parle avec eux de leur sexualité, on parle avec eux de l'environnement, de tout ce que peut leur permettre de se prendre en charge, de s'en sortir. En dehors des efforts que consentent les organisations de la société civile, l'État central doit s'investir davantage dans l'éducation de la gente féminine, car éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de votre attention. Retrouvez juste après nous l'intégralité de l'entretien que nous a accordé Madame la représentante résidente de l'UNICEF. Bonsoir madame, merci d'avoir accepté cet entretien. Et pour commencer, veuillez vous présenter à nos téléspectateurs s'il vous plaît. Merci, je m'appelle Janabou Maondé, je suis la représentante de l'UNICEF ici au Bénin depuis janvier 2021. Je voudrais savoir ce que c'est que l'UNICEF. Alors, l'UNICEF est l'agence des Nations Unies qui s'occupe de manière spécifique de la question de la réalisation des droits des enfants. L'UNICEF a été créé juste après la Deuxième Guerre mondiale pour d'abord prendre en charge les enfants qui étaient devenus orphelins à cause de la guerre. Et aujourd'hui, nous travaillons dans 190 pays dans le monde entier, aussi bien dans les pays qui font face à des crises humanitaires, à des crises à cause des conflits armés ou à cause des inondations ou d'autres types de catastrophes, et dans des pays de développement et dans des pays aussi en voie de développement. Et la principale action que nous avons, c'est vraiment travailler avec le gouvernement pour assurer la réalisation des droits des enfants. Alors, que fait l'UNICEF au Bénin pour la défense des droits des enfants? Nous travaillons avec le gouvernement. Nous travaillons avec le gouvernement du Bénin, avec les différents ministères sectoriels pour assurer que les droits des enfants soient réalisés au quotidien dans différents domaines, au niveau de la santé, au niveau de la nutrition, au niveau de l'éducation, en ce qui concerne aussi à la protection des enfants contre les violences, contre les abus, contre l'exploitation. Et nous travaillons aussi avec la société civile, avec les jeunes, avec les enfants. Nous travaillons aussi bien au niveau national qu'au niveau départemental, au niveau communal, avec tous les acteurs qui ont un accès aux enfants, aussi avec les mamans et avec les papas. Et ce qui est important ici, c'est vraiment de s'assurer que les enfants puissent bien vivre, qu'ils puissent s'épanouir et qu'ils puissent réaliser tout le potentiel qu'ils ont pour devenir des hommes et des femmes actifs dans la société béninoise. Et quels sont les projets envisagés par l'UNICEF pour appuyer les structures qui se chargent de la défense des droits des enfants? Alors, comme je l'ai dit, nous travaillons avec plusieurs départements, des départements sectoriels, par exemple avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Nous avons des programmes que nous accompagnons sur, juste un exemple, la question des filles à l'école. Comment s'assurer que les filles puissent rester à l'école parce que dans plusieurs instances, malheureusement, les filles quittent l'école beaucoup plus tôt que les garçons. Et là, nous avons un programme de transfert d'espèces monétaires qui permet justement de maintenir les filles à l'école et qui permet aussi de pouvoir travailler ensemble contre les abus et les violences auxquelles les filles peuvent faire face, notamment le mariage précoce des petites filles. Et avec le ministère, nous travaillons pour assurer que les filles restent à l'école et qu'elles ne soient pas mariées précocement. Ça, c'est juste un exemple. Y a-t-il des structures de l'UNICEF qui sont composées uniquement d'enfants pour la défense de leurs droits? Dernièrement, je pense qu'il y a à peu près 2 ou 3 semaines, la ministre du Travail et de la fonction publique a lancé une campagne de tolérance zéro contre le travail, les pires formes de travail des enfants. Déjà, l'UNICEF, comme toutes les structures du système des Nations Unies et comme toutes les institutions, n'emploient pas des enfants. Maintenant, nous travaillons quand même avec la société civile qui, en son sein, regroupe des enfants
comme défenseurs de leurs droits. Et là, nous travaillons pour assurer que les enfants puissent avoir toutes les capacités et les compétences possibles pour pouvoir s'exprimer par rapport à leurs droits et pour pouvoir être aussi pris en considération dans les instances qui prennent des décisions par rapport à leurs droits. Donc que les enfants puissent s'exprimer, qu'on puisse les écouter, mais vraiment avec les compétences requises, avec le leadership qu'il faut pour pouvoir aussi affirmer de manière constructive les éléments qui peuvent permettre à ce que des politiques soient prises ou bien des actions et des programmes qui sont en faveur de l'épanouissement de leurs droits. Donc nous travaillons par exemple avec l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin et aussi nous soutenons le Conseil constitutif national des enfants du Bénin qui a été mis en place par le ministère des Affaires sociales. En 2021, nous avons célébré les 75 ans de l'UNICEF ici au Bénin et nous avons ces structures qui ont fait un relais tout autour du Bénin dans les 12 départements avec les enfants qui ont parlé aux préfets, qui ont parlé aux maires et nous avons obtenu leur engagement pour défendre la cause des enfants après avoir écouté les enfants. Donc c'est à peu près de cette manière que nous impliquons les enfants dans la défense de leurs droits et la réalisation de leurs droits. Maintenant, comment faire pour intégrer ces structures? Alors, ces structures, je parle notamment de ces deux structures que j'ai mentionnées, l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin et aussi le Conseil consultatif national des enfants du Bénin. Ce que je vous conseillerais, c'est peut-être de vous adresser à ces deux structures et de voir comment est-ce que les enfants peuvent aussi se mobiliser pour pouvoir s'impliquer un peu plus dans la défense de leurs droits. Merci madame et à bientôt. Merci beaucoup. Je suis Laura. C'était mon interview avec la représentante de l'UNICEF sur des questions liées aux droits des enfants.